On a beaucoup de BD cette semaine. Oui. Parce que Est-ce que tu veux ouvrir la danse? Oui. Comme ça, tu peux nous parler du FIBD? Oui, dans le fond, si vous savez pas, peu importe, là, 2 semaines. Déjà? Déjà? Oh my god. Oui. Oui, là 2 semaines. Donc, là 2 semaines, c'est le festival de la bande dessinée de Montréal, donc le FBDM. FBDM. Exact. Et FBDM. Donc, j'ai décidé de passer une après-midi à mon grand plaisir et au grand déplaisir de mon portefeuille, essentiellement. Parce que j'ai décidé que je me gâtais côté BD, des BD que ça fait longtemps que je regardais, que je me disais, est-ce que je les achète? Des BD que j'ai découvert là-bas. Fait que là, je vous fais un premier retour de cette fin de semaine-là. Et étonnamment, des œuvres vraiment très très cool aussi. Donc, je pourrais commencer avec mes œuvres étranges. Parce que j'aime les œuvres étranges. Je pense que vous saviez. Donc, le premier que je vais vous présenter, ça s'appelle Je pense à ton pénis au Costco de Pépin Pomme. Oui, toi? Ouais, je pense à ton pénis au Costco. Vas-y, bref, j'y peux rien. Donc, je pense à ton pénis au Costco, Pépin Pomme ou Camille Pépin. C'est une illustratrice un peu poétesse sur les côtés. C'est une œuvre intéressante qui parle du désir, de comment on se perçoit à travers ce désir-là. Puis c'est vraiment écrit, si vous voulez voir, c'est très très petit, là, mais on a des images par page minuscules où elle se questionne sur son corps, son plaisir. Et c'est un peu un récit sur, dans le fond, elle qui était seule, comment elle vivait ça, puis par la suite, comment ça s'est répercuté dans des relations, dans des tentatives de relations. C'est très simpliste, c'est des dessins très explicites que j'évite de vous montrer trop. Et dans tout ça, ben, on a un peu une manière poétique raconter c'est quoi être une femme, être célibataire, se poser des questions sur sa sexualité, assumer sa sexualité. C'est vraiment intéressant. À la base, si je me trompe pas, Pépin Pomme, elle avait commencé ça comme un petit carnet vraiment léger qu'elle voulait faire un zine avec parce qu'elle a déjà fait ça pour Intime. Puis finalement, c'est devenu une brique. Puis ça faisait longtemps que je pensais l'encourager en y achetant une de ses BD. Et quand je l'ai vue cette journée-là, quand j'ai vu qu'elle avait ses BD, j'ai fait « Je vais te l'acheter. S'il te plaît, fais-moi une belle dédicace. » Elle m'a fait un petit chat et un hot dog comme dédicace. Donc, c'est une super œuvre. C'est pas complexe, mais c'est poétique, c'est léger. Ça se lit d'une traite comme ça se lit par morceaux. J'aime ce genre d'œuvre-là un peu bizarre. Que c'est pas des BD, mais c'est des BD, mais... Ouais, moi j'aime pas du tout le style graphique. Je trouve vraiment que le fait d'avoir ces petits croquis à droite à gauche, c'est peut-être mon ressenti post-école d'art, mais j'ai vraiment juste l'impression qu'on se fout de ma gueule et qu'on n'a pas fini le travail. Fait que chacun son feeling. En fait, moi, si c'est pour avoir des gribouillis de bas de cahiers d'écolier, c'est pas ma cam. Mais, puisqu'Amélie, ça lui a plu, il en faut pour tout le monde, I guess. Voilà. Ouais. Je t'avoue, les dessins, je suis comme, je suis pas capable de gribouiller de même, fait que pour moi c'est de l'art. Mais la police d'écriture, pas lisible une fois sur deux, là, ça. Ça coûte jamais enseigné au secondaire. Les polices pas lisibles, c'est mon day-to-day quand j'enseignais. Mais non, ça a l'air chouette, mais je comprends un peu ton gribouillis. Ouais, j'ai vraiment du mal quand l'espace est pas utilisé. Quand il y a pas. Quand on me donne que ça, pour le prix d'une BD. Ouais, ça je suis d'accord. L'idée que la page est quand même vite, c'est comme les poèmes, parce que t'as juste une ligne dans le haut, tout le reste c'est blanc. Oui, puis c'est pas une œuvre sur la miniature où il n'y a pas ce raffinement du mini qu'il peut y avoir dans des œuvres qui laissent justement beaucoup de place. Donc j'avoue que c'est vraiment pas mon rayon, c'est pas ce qui m'intéresse forcément, mais si ça te plaît, c'est très pédagogique comme œuvre. Non, aucune. Mais non, moi je la suis intensément sur les Instagram. Puis son zine Intime avait été excellent, bien ramassé aussi. Donc ça c'était une des œuvres. Je vais le prendre aussi pour son nom d'artiste. Pépin Pomme. Pépin Pomme, je trouve ça magique comme nom. Ouais, parce que si vous cherchez... c'est quand même plus un zine qu'un livre, hein, parce qu'il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de maison d'édition, c'est un zine. C'est un zine. Est-ce qu'elle est auto-publiée? Non, si je me souviens bien, c'est Jimmy Beaulieu qui l'a publié. C'est Colosse, ouais. Dessin bandé d'Alex Lévesque. Un classique. C'est un classique. C'est lui qui est sur les interwebs, qui a des comics qui font souvent. Oui. Ouais, donc, il a un blog aussi. Ouais. Dans le fond, Alex Lévesque, c'est un humoriste à la base. Ben, du moins, c'est le même qui se présente, puis il fait beaucoup de shows d'humour. Et pendant longtemps, il a tenu un blog, il tient encore un blog sur Instagram, tout ça, où il publie des BD de 4-6 cases dans laquelle il va raconter des histoires un peu insipides ou un peu idiotes et des espèces de mauvais jeux de mots ou des choses très vulgaires et sans dessin.
Donc, moi, ce que j'aime, c'est parce que c'est des niaiseries de genre des jeux de mots mal préparés, genre exorcisme puis exercice. Moi, je le suis depuis vraiment longtemps, puis c'est vraiment des choses un peu ni queue ni tête. Puis c'est vraiment son humour aussi. Il est vraiment comme ça, donc c'est un peu absurde qu'est-ce qu'il écrit. Donc, c'est sûr, si vous ne traippez pas sur l'humour absurde un peu bizarre québécois, disons que c'est un peu ridicule. Est-ce que c'est... Excuse-moi de te poser la question, est-ce que c'est des nouveaux sketchs ou c'est reprend ce qu'il a fait sur son blog? De mémoire, il y a une partie qui sont de son blog, mais il y a aussi rajouté. Ok. Donc, comme par exemple, lui, je me souviens, je l'avais lu, je suis tanné de faire un bout, puis il s'éjecte de sa voiture. Ça, je me souviens, je l'avais vu sur son blog. Donc, c'est quand même une partie de ces choses. C'est vraiment, faut aimer ou faut pas aimer, là. Moi, j'aime. Emmanuel t'aime pas. Mon chum, il trouve ça un peu niaiseux. Moi, je trouve ça vraiment plat parce que, en fait, c'est pas intéressant, ça rajoute rien à des blagues que n'importe qui fait, en fait. Je trouve pas ça drôle, c'est souvent graveleux et vulgaire pour rien, pour le plaisir de dire des gros mots. Non, ben, Et ouais. en fait, ça me... Celle-là est excellente. Le demain, Le demain, écris-moi demain sans faute. Avec une faute. avec une faute. Ah, ça en prend pour tout le monde. Ouais, moi j'aime ça, appeler ça de l'humour niaiseux, au sens que c'est pas recherché, c'est pas voulu d'être trop intellectuel, c'est un peu absurde, un peu qui sort de nulle part, mais ce genre d'humour-là me détend et me fait faire des petits... Mais oui, bagarre dans l'espace, je comprends, c'est vraiment... Et un peu pareil, tu vois, c'est des choses que tu vas lire une fois et pas forcément faire passer davantage. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout pour une BD. Vu l'investissement que ça, une BD à la fois technique puis monétaire, genre. Un truc que tu vas lire en vitesse parce que c'est quelques jokes puis que tu vas reposer et qui... sans plus. Tu vois, j'aurais du mal à l'ajouter dans ma collection. Mais tu vois, moi c'est le genre de BD que je la mets dans une collection accessible où je vais la ressortir puis je vais en lire 2 ou 3 une fois de temps en temps. C'est un peu le même genre pour, mettons, Pépin Pomme ou Anna Roy pour les petites choses, que c'est entre 1 ou 2 pages. Mais ça, c'est mon genre de lecture de je grappille pendant que je fais à manger puis je fais autre chose. Ouais, tu t'assois pas pour non. nécessairement. Non. Non. Ça c'est le genre de livre qui traîne chez vous puis que tes invités vont lire quand ils vont à la salle de bain à la limite. Là. Il y en a, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est les deux que je savais qu'elle allaient pas plaire. J'allais dans ceux qui vont plaire un peu plus, même si c'est de l'autofiction. T'as osé dire l'expression autofiction. Shame on C'est you. de l'autofiction! C'est vraiment pas le meilleur jour pour la pêche d'Amélie pour qu'on soit comme tous amis autour de la table. Ben, à date, la meilleure était trop plate, c'est correct. On m'a acheté avec ça. Mais en fait, lui, je pense, c'est déjà plus intéressant comme autofiction, personnellement. Parce que, de un, c'est Axel Lenoir, qui est une BDiste que j'adore. Celle qui a fait la série Et si on était, qui est une BD chez Front Froid, qui est très cool. Donc ici, on a Passage secret. Le premier tome est en trompe-l'œil. Essentiellement, c'est une forme d'autobiographie, autofiction un peu étrange, décalée. Puisqu'on commence avec le personnage principal qui raconte un peu sa vie d'enfance. Mais on voit qu'il y a des décalages entre la vie réelle de l'autrice et aussi des éléments de l'enfance qui sont comme évocateurs. Bon, je veux dire, jouer dans le bois quand on est enfant puis faire des cabanes, ça va de soi. J'aime personnellement beaucoup son style de dessin des personnages ronds, juste des tonalités de couleurs, mais avec vraiment plus de chien dans les dialogues puis dans la manière que c'est traité. Au sens que quand j'étais au Festival de la BD, j'étais en train de faire dédicacer, puis j'ai eu faire des dédicaces que j'étais très contente parce que c'est juste quelqu'un qui crie Arg, puis ça me représente très bien. C'est bien magique. Oui, c'est vraiment chouette. Axel Lenoir, elle est très très nice. Puis dans le fond, il y a une petite fille qui s'est dit ah, c'est des personnages ronds, ça doit être cute, ça a l'air d'être pour les enfants, ça a l'air de raconter l'enfance. C'est beaucoup plus rough que ça. Au sens que c'est vraiment plus des questions d'identité qui vont être déjà abordées rapidement, de être différent, être dans la marge, c'est quoi avoir une famille plus défavorisée qu'une autre, avoir des attentes par rapport à l'école ou ne pas en avoir. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, puis sinon, j'ai hâte à son tome 2 déjà. Cool! Fait que c'est quand même une très chouette BD. Puis ça là, c'est des éditions Papa, qui est aussi une maison d'édition que j'adore. Fait que c'est lui. Il est déjà plus proche de qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. J'aime pas le style graphique, but... C'est correct.
Je me suis trouvé un petit zine aussi d'une autrice que j'aime beaucoup, Geneviève Biguet, qui est aussi l'autrice de c'est comme ça que les lacs brûlent, qui est une super BD que je vous recommande chaudement, je vous l'amènerai prochainement. Ici j'ai la version anglophone puisqu'elle a commencé en anglais. C'est Fog, ou le brouillard. Très simple, c'est un zine sur l'identité, donc on a une espèce de coven un peu de sorciers-sorcières qui ont un passage initiatique de il faut qu'ils rentrent dans la brume pour savoir qui ils sont réellement. Et tout le monde qui rentre dans la brume se rend compte qu'ils sont des élémentaux de feu, des personnages loups-garous ou autres. Et notre personnage principal se trouve pas. Et donc là, c'est l'inquiétude de qui je suis, est-ce que tout le monde me voit d'une certaine manière, et ainsi de suite. Donc le thème de l'identité est bien traité, vraiment intéressant. Le style graphique, moi, me parle beaucoup. J'aime le, mettons, noir et blanc et une couleur, parce qu'on va passer 10 mots. Mais c'est vraiment bien fait. C'est tout simple, tout facile à lire, que j'aime beaucoup. Puis si vous allez sur son site, à Geneviève Biguet, c'est possible de les acheter, de trouver ses BD, de trouver aussi sa ligne de vêtements, collants et autres. Elle est vraiment chouette. C'est sorti en 2020, c'est marqué. Ouais. Ça, je l'avais acheté parce que j'avais déjà ces deux autres livres, la version Parce que les lacs brûlent en français et celle en anglais qui ont traduit par le son. Pour voir la traduction. Ok. Celui-là, il est en anglais ou... Lui, il est en anglais parce qu'à l'origine, elle l'a écrit en anglais. Ok. Ce qui est Mais elle avait la version traduite aussi. Ok. Dans le fond, toutes ses œuvres, elle a toujours un pendant soit français, soit anglais. Est-ce qu'il y a le même qui fait cette adaptation de traduction? Pour celle-là, oui. L'autre, Les lacs brûlent, si je me souviens, non. C'était quand même plus dense ouvrage. Ouais, je comprends. Ben, chapeau. Fait que c'est vraiment cool. Puis, l'autre que je suis en train de lire, que j'ai pas terminé, mais je pense qu'il pourrait se traiter à la thématique d'aujourd'hui, c'est Skate Park. De Dominique Carrier, Jake Dion et Charlotte Soucy. C'est encore chez Front Froid. C'est une BD post-apocalyptique dans laquelle des groupes de filles s'affrontent en faisant du skate. Ça a l'air vraiment décousu et étrange. Mais c'est vraiment l'idée de parler de groupes, de familles choisies, d'attentes, de comment survivre, mais surtout comment être bien dans le moment qu'on survit, d'amitié, d'entraide et ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant. On voit vraiment bien les vestiges de l'apocalypse, que c'était des robots puis l'armée. Puis il y a des clins d'œil qui c'est clairement des villes un peu comme à la Montréal. Donc si on regarde en arrière, c'est comme clairement une forme de pont qu'on connaît. Donc c'est une super belle œuvre. Puis le côté des papiers m'a vraiment plu parce que les papiers, c'est des papiers de couleur au sein même de la BD. Donc c'est quand même chouette le travail de couleur qui est fait, même si le trait est super simpliste. Fait que, à date, je suis en train de le lire, j'apprécie beaucoup. Mon premier feeling, c'est quand même du monde qui font du skatepark dans l'apocalypse, ça peut être cool, mais je l'ai jamais acheté, puis j'ai fait, you know what, je vais l'acheter pour le vrai. Nice! Ah, c'est vraiment funky le changement de papier, de couleur de papier. Ouais. Ça se fait énormément en BD un peu indé. C'est cool! Du coup, tu sais, je vais encore être la rabat-joie qui est comme, c'est pas vraiment novateur parce que bon, il y en a plein. Non, mais pour, mettons, mais une c'est chouette édition pour plus travailler connue, dessus. Là. Et ça permet quand même un peu d'innover, donc c'est cool. Mais c'est le fun pour le travail des couleurs. Par rapport à ce que j'ai vu quand je travaille en librairie, c'est. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que ça existe pas, c'est juste c'est pas le stock qu'on commande. Et voilà. Plutôt. Fait que c'est ça. Fait que c'est mes petits trouvailles, j'en ai d'autres, mais on va en parler tantôt. Fait que je brûle pas tout de suite tout. Yes! Est-ce que tu veux que je prenne le relais? Parce que j'ai lu pas mal de choses aussi, et vu que j'ai notamment lu de la BD parce que j'ai dévoré nos 2 premiers services presse, c'est Delcourt. C'est une BD, c'est la nouvelle BD de Lou Luby. J'ai la couverture et j'ai des extraits avec moi, donc on va faire avec ça, c'est pas très grave. Juste que ça charge sur... Et que je rembobine parce que je suis à la fin de ma BD, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. On retrouve le trait assez simple de Lou Luby, que moi j'aime bien, sans que ce soit forcément un énorme coup de cœur. Dans cette BD-ci, donc Racine, qui vient de sortir, qui est sortie à la fin du mois de mai, elle nous parle de son rapport avec ses cheveux, parce qu'elle a les cheveux très très bouclés, crépus, qui la place dans une position identitaire un peu compliquée. Elle est métisse de la Réunion et elle va aller en métropole, elle va devoir essayer de trouver sa place tout en devant gérer son apparence à la fois par rapport au diktat de beauté en quelque sorte qui l'entoure et à la fois par rapport à sa propre identité parce qu'elle est pâle de peau alors que ses frères sont beaucoup plus foncés. En plus il y a tout ce déracinement puisqu'elle va en métropole travailler, faire ses études, etc. Et elle va beaucoup tenter des choses.
des choses qui abîment ses cheveux, notamment des lissages à chaud, des lissages chimiques, etc. Va tenter des coiffures et on va la renvoyer face à un risque d'appropriation culturelle en lui disant mais est-ce que t'es blanche de peau, est-ce que c'est pas une appropriation culturelle de faire des tresses, de faire ci, de faire ça? Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le dosage de cette identité. On est tout le temps entre une part récit de soi, à laquelle il est facile de s'identifier, les problèmes de cheveux c'est comme pas universel mais pas loin, et la particularité d'une situation qu'elle appuie toujours avec des statistiques et des études sociaux. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y avait un peu la même chose dans Goupil ou Face sur la santé mentale, mais il y avait un peu ces mêmes enjeux-là, et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir cette approche pour un autre enjeu esthétique. Ce qui m'a peut-être un peu embêtée, déjà, c'est la binarité des choses. Les cheveux crépus, c'est compliqué, et oh mon dieu, c'est horrible, ça coûte cher, etc. Et de l'autre côté, toutes les autres femmes ont des cheveux parfaits, et toutes les autres femmes sont belles, et n'ont aucun problème avec leur corps, ce que j'ai trouvé un peu simpliste comme affirmation, parce qu'il y a tout un tas d'autres problèmes qu'on peut avoir avec son corps, avec son identité, avec la manière d'expression du corps, et j'entends que c'est pas le sujet, mais j'ai trouvé que la manière dont c'était présenté était peut-être un peu binaire, un peu trop simpliste, parce qu'avoir les cheveux lisses suffit pas à ne pas avoir de complexe. On le saurait, on aurait eu des mémos. D'un autre côté, il y a, je trouve, un brush-off un peu léger sur la notion du sexisme au milieu de tout ça. Tout ce qui va être intersectionnel va être vraiment évacué rapidement. Va y avoir des pointes par moment où elle va être emmerdée à cause de ses cheveux, mais on met rarement le doigt sur le fait que si c'est une oppression des femmes, c'est aussi un problème sexiste, pas que un problème raciste, pas que un problème historique, etc. Il y a du sexisme derrière aussi. Et j'aurais aimé un peu plus sur cette intersectionnalité, surtout vu la finesse du propos dans l'ensemble de l'ouvrage. J'aurais aimé comme cette finesse, mais comme aussi sur l'intersectionnalité et sur la diversité des corps et la complexité d'être soi et d'avoir d'être en paix avec son organisme. Mais j'entends aussi la facilité de, vu que c'est pas la situation qui est décrite, de juste dire « Oh, elles étaient belles, elles avaient les cheveux lisses, donc elles étaient toutes parfaites et j'étais le vilain petit canard. » Je comprends la nécessité pour l'intrigue. Plutôt nice dans l'ensemble. Assez fin, ce sera un peu dans le militantisme pop, dans le féminisme pop qu'on a pu avoir ces dernières années. Ça s'inscrit bien, c'est chouette. Go for it si ça vous intéresse. Nous, on l'a reçu du coup en service presse numérique, ce qui nous fait très plaisir, et merci Delcourt pour ça. On a bien aimé, vous voyez, j'ai quelques nuances, j'ai hâte d'avoir l'avis de mes amis qui vont le lire bientôt. On l'a reçu hier, donc... Nous laisser une chance quand même. Non, je suis la seule à l'avoir lu parce que je l'ai lu comme dès qu'on l'a reçu. Mais voilà mon petit avis sur Racine. De toute façon, vous allez avoir beaucoup d'avis, je pense qu'il a beaucoup circulé. C'est le nouveau Lulubi, ça va tourner un peu partout. Et on a eu un autre service presse que j'ai lu, qui est Le Chemin des Étoiles, qui est pareil, une bande dessinée, cette fois jeunesse, je vais vous retrouver ça parce que même Punition c'était en numérique, qui est très 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 jolie. On a vraiment des planches que je trouve magnifiques, avec un travail des couleurs que je trouve superbe. C'est une BD vraiment jeunesse pour le coup, de chez Jungle, qui s'intéresse aux troubles de la dissociation, troubles dissociatifs, pardon, et qui montre une petite fille qui va avoir une crise et comment elle va réussir à gérer ça, comment elle va être accompagnée par son médecin de famille, comment ça va être géré avec les parents, etc. C'est étonnamment fin et ça utilise vraiment le vocabulaire des communautés concernées. Une chaîne que j'aime beaucoup là-dessus, c'est Partiel, qui est une chaîne qui parle de ces questions plutôt à destination d'un public adulte, mais l'idée est là. On a l'Inner World, on va avoir tout le développement des différents aspects de cette Inner World et des enjeux pour la protagoniste de s'y déplacer, de s'y inscrire, mais aussi une discussion autour des traitements qui vont être proposés, que ce soit médicamentaux ou autres. Et ça, j'ai trouvé ça assez fin.
y compris dans les stratégies mises en place par le médecin qui joue à la fois à essayer de l'amadouer, à essayer de la culpabiliser, à essayer un peu tout ce qu'il peut, parce que c'est un médecin généraliste et pas un psy, et qui fait ce qu'il peut, sans forcément être armé pour gérer ça. Bref, vraiment une très très belle découverte, le trait est magnifique. J'ai été très agréablement surprise. Je vous remonte la couverture de Venegoni, Amarino et Off-Read aux couleurs. C'est juste cute. Hop, je vous remonte la couverture. C'est magnifique en plus, et pour le coup le travail de couleur était un énorme atout, avec un côté très chatoyant du monde imaginaire qui du coup lui donne une vraie épaisseur et rend vraiment intéressant le changement entre réalité, monde imaginaire et les différentes phases du monde imaginaire. Bref, j'ai beaucoup aimé, pareil je l'ai lu hier donc c'est encore tout frais et c'était une très très belle découverte. Je vais passer pendant que j'ai la parole aux quelques romans que j'ai lus. Ah bah vas-y, parce que c'est pas moi qui lis autant que vous. Hein. J'ai lu quelques romans. J'ai lu quelques romans. Laquelle j'ai relu le tome 1 de La Quête des Willan de Pierre Bottero dans la version intégrale qui est sortie l'année dernière, que je trouve très très jolie. Regardez-moi ça comme elle est belle. Ah tu vois, je suis pas d'accord. Je ne l'aime pas. Moi je la trouve vraiment chouette, et surtout par rapport aux couvertures début année 2000 qu'on avait avant. Ah oui, c'est un vrai gros level up, les couvertures étaient vraiment pas très jolies. C'était vraiment les illustrations types de la fantasy début 2000. C'est un gros mieux. Donc j'étais contente de relire le tome 1 des Willan, et voilà, j'ai pas beaucoup plus à en dire, tout le monde sans doute connaît la quête des Willan, mais j'étais contente. J'avais commencé à lire il y a un moment, oui, on avait même lu le début en stream. Et je l'ai fini, enfin. Fait que c'était chouette, j'étais contente de replonger dans cet univers. Je sais pas si je lirai tout de suite tome 2 et 3 qui sont dans l'intégrale. Est-ce que ça l'a bien vieilli? C'est plus simple que ce dont je me souvenais, mais je l'ai lu, j'étais en primaire, donc ah ouais. Mon niveau de simplicité, ça me paraissait pas ultra simpliste, mais en même temps j'avais 8 ans. Ouais. Donc c'est plus simple que dans qu'est-ce que tu t'appelais, mais effectivement t'étais aussi un cerveau plus simple. Je sais, je dis 8 ans, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais c'était, vu que j'étais très petite, c'est normal qu'avec un regard d'adulte je me dise je m'en souvenais moins évident. Ça fonctionne bien en littérature jeunesse, je le dis pas non du tout pour critiquer l'œuvre, ça se lit vraiment bien, c'est vraiment chouette. J'ai pris du plaisir à le relire, et pas que du plaisir nostalgique. Le Gwendalavir, le monde qui est décrit, est vraiment intéressant, y compris politiquement, ce que j'avais complètement oublié. Moi je me rappelais des monstres et absolument pas des intrigues politiques. Eh ben, 8 ans, je m'étonne. Mais c'est vraiment agréable à lire et ça mérite le coup d'œil. Je suis contente qu'ils aient réédité ça dans une forme qui sera plus accessible actuellement que d'acheter les tomes qui étaient pas toujours disponibles et pas toujours esthétiquement compatibles avec les standards d'aujourd'hui. Donc ça fait toujours mal d'acheter un tome qui est plus laid. Si je peux maintenant qu'est-ce qu'on a peut-être dit pour savoir que il y a combien de tomes dans l'intégrale que tu as? 3. Ok. Il y a les 3 tomes de la quête des Willan, mais il n'y a pas le monde des Willan. Bah c'est ça, ok. Ah quand même, 3, t'as la première partie complète intégrale. C'est Rajo qui fait ça et ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveau accès à ces textes, parce que mine de rien ça a beaucoup marqué la création de fantasy enfantine. C'est bien que ça reste disponible, ne serait-ce que pour nos corpus d'études. Moins facile à perdre et à abîmer over time, t'as quand même... Ouais. Tu peux étudier, là, c'est cool. Ouais, ce sera aussi plus facile à communiquer. Parce que ça fait partie aussi des collections, c'est remis de l'avant. Bref, c'est un bon move éditorial que je soutiens. J'étais contente de relire Willan. C'est pas une critique construite, mais on est là. Ensuite, j'ai lu The Mortal World de Genevieve Cogman. C'est le tome 5 de The Invisible Library. Je vous parle de cette série quasiment toutes les semaines. J'ai déjà commencé le tome 6, donc je vous parlerai bientôt de la suite. Cette fois, on assiste à un traité de paix entre fées et dragons. C'est très bien. Je suis très contente, ça se passe à Paris au début du 20e. Ok. C'est très nice, il y a toute l'ambiance des cabarets parisiens, du Moulin Rouge, tout ça. J'étais contente, je peux pas en dire beaucoup plus si je veux pas spoiler les tomes précédents, donc je vais m'arrêter là. L'autrice a l'air de faire vraiment une bonne recherche sur tous les lieux où ces univers se passent. Et à chaque fois, comme c'est des univers de fantasy ou d'imaginaire différents, ça permet aussi de renouveler vraiment la formule, de pas avoir l'impression de lire
5 ou 6 ou 7 fois la même chose. Et vu que l'intrigue politique est très dense entre ces tomes, on est content que ça s'approfondisse au fur et à mesure, alors que le premier tome est vraiment plus un roman d'aventure un peu fun, on fait des voyages interdimensionnels pour voler des livres, ce qui est très cool. C'est très cool. I mean, la prémisse est excellente. J'ai lu le tome 1 sur cette prémisse en me disant j'adore cette idée, j'étais à fond sur l'idée. C'était probablement l'idée de... Et j'avais un peu peur que ça se renouvelle pas des masses et que ce soit à chaque fois on va dans un monde, on a une aventure pour voler un livre, on revient à la bibliothèque, blablabla. Et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a vraiment des strates de complot, de pouvoir, de politique. Donc c'est étonnamment bien écrit, ça se lit vraiment très bien. Surtout pour une série aussi longue, j'ai d'habitude beaucoup de réticence sur les séries longues. Quand je dis longue, c'est disons plus de 2 ou 3 tomes. Parce que ça commence à faire et souvent c'est un peu plus fastidieux quoi. Très très bonne série. C'est de l'écriture sur beaucoup d'années, maintenant ton style il change, évolue, il est marqué d'autres styles, c'est top de garder le même style. Et là je l'ai lu à la suite parce que j'ai raté le train quand c'était d'actualité, mais ça se lit vraiment bien, y compris à la chaîne. Parce que j'ai binge les 5 premiers tomes de la série en 1 mois et demi. Surtout sur celui-là, moi c'est mes livres de chevet que je lis avant de m'endormir parce que c'est vraiment à la fois très fantasy avec beaucoup d'éléments d'imaginaire, beaucoup de choses. Le premier tome était plus steampunk, il y a des tomes plus avancés vers le futur, plus cyberpunk. Il y a des tomes beaucoup plus fantasy, celui-ci était vraiment dans un espèce d'entre-deux. Il y avait beaucoup de fées, donc beaucoup de pouvoirs magiques. Ce qui est très cool parce qu'il y en avait beaucoup moins dans les tomes précédents. Fait que je vais continuer avec Honey Witch de Sidney J. Shields. Miel sorcière ou sorcière à miel? C'est une sorcière apicultrice qui est sortie fin mai, autour du 20 mai. Que j'avais précommandé et que j'attendais de pied ferme parce que c'est de la cozy fantasy. C'est une assez bonne surprise, j'ai adoré la première moitié. Et ça fait partie de ces livres où je suis un peu divisée parce que j'ai adoré la première partie. Première moitié, c'est excellent, c'est de la cozy fantasy avec de la magie du miel, ce qu'on n'a jamais vu en fantasy, enfin, en tout cas moi j'en avais jamais lu. C'est centré autour donc des fleurs, de l'écosystème, des abeilles qui font du miel et du coup qui vont être dans une dynamique de care pour la zone magique, donc l'espèce d'île sur laquelle vit cette sorcière, sur le besoin de cette jeune femme de s'affirmer, de trouver son rôle dans la société qu'elle trouve dans son rôle de sorcière, dans son rôle de care. Et j'aime beaucoup cette partie-là, tout cet univers-là de construire sur un héritage familial, de construire avec la nature, de trouver sa place dans quelque chose d'épanouissant et de voir cette jeune femme vraiment s'épanouir dans son travail et dans sa mission. 10 sur 10, un gros bonheur. Et après, il y a la partie romance. Je suis beaucoup moins fan de romance. Il y a tout un enjeu que quand elle devient sorcière du miel, elle récupère une sorte de malédiction qui fait qu'elle ne pourra pas tomber amoureuse et être aimée. Elle ne pourra pas être aimée en tout cas. Et bref, évidemment, il y a une romance. Ça fait du drama. Vous vous en doutez, c'est dans le résumé du livre si jamais vous avez regardé. Il était partout, all over internet ces derniers temps, donc vous l'avez sans doute vu. Donc c'est pas un spoil. Mais la deuxième moitié se consacre beaucoup plus à cette partie-là qui, moi, m'a moins intéressée. Il y a eu des moments où je trouvais ça un petit peu fastidieux. Ce côté... Ah, mais personne ne peut m'aimer alors que je suis si cute et je suis tellement seule. Ça m'a un peu laissé sur le banc et c'est un peu dommage parce que j'ai adoré la première moitié. Ça reste très lisible, surtout si vous aimez la romance, ça va être bang on. Je suis moins le public pour la romance, donc j'avoue... Ça nous prendrait l'équivalent qui s'appelle The Maple Witch. La sorcière de l'érable! La sorcière de l'érable qui se passe dans une cabane à sucre. Oh, la rencontre un bûcheron. Ouais. Oh. Ou c'est plutôt un bûcheron qui est le sorcier. Ish. Mais c'est witch. Hey, je tiens quelque chose. Et là, ce qui est très cute, donc évidemment, ça va être une romance entre deux femmes qui ont plein d'enjeux autres et d'autres oppressions que le fait qu'il y en a une qui est maudite parce que c'est une sorcière. Bref, il se passe plein de choses. Ça reste un très bon roman. J'ai apprécié ma lecture, je l'ai dévoré. J'ai lu en une paire de jours, donc j'ai pas râlé non plus que ça. Dommage qu'il y ait une fracture aussi sèche entre la partie épanouissement et la partie romance. J'ai l'impression qu'on aurait pu
mieux lier les deux et passer peut-être plus en douceur de l'un à l'autre. Et j'aurais été beaucoup plus heureuse d'avoir un cul. Ouais, c'est chez Red Hook, donc c'est Saga Press. Et enfin, j'ai lu Un long voyage de Claire Duvivier, donc c'est un rattrapage de 2020 que j'ai dans ma palle depuis qu'il est sorti. Oupsie. Et il est tombé dans les cracks, je l'avais jamais lu et ça a été une très très bonne surprise. Je l'ai vraiment pris en me disant il faut que je le sorte de ma palle, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire, il faut que je le lise, je peux pas le laisser traîner plus longtemps. Et en vrai c'était bien, c'était vraiment chouette. Ça change beaucoup de ce que je lis d'habitude, on est beaucoup plus dans une intrigue lente et moins fantasy au sens magique que ce que j'ai d'habitude. Pour le coup, la couverture est très jolie, c'est aux Forges de Vulcain. J'aime beaucoup l'illustration de couverture. Et donc on va suivre un jeune homme qui va être vendu comme esclave. C'est le premier chapitre, donc vous en faites pas, qui va être vendu comme esclave et qui va en fait pas pouvoir être esclave parce que l'esclavage a été aboli. Et donc il se retrouve pris à vivre dans une administration et à grandir avec les gens de cette administration et petit à petit trouver sa place dans ce monde-là. Il va finalement devenir un fonctionnaire important de ce monde-là. Évidemment, il va arriver plein de choses par la suite. C'est assez difficile à pas spoiler comme roman, mais j'ai beaucoup aimé que ça mette longtemps à s'installer. On a vraiment un long temps où c'est juste le fonctionnement d'un État. C'est le fonctionnement administratif de la gestion des différentes provinces au sein de l'État. Alors ça a pas l'air comme ça. C'est excellemment bien écrit. Claire Duvivier a fait un travail incroyable pour rendre ce pitch vraiment prenant. J'ai eu du mal à le poser, j'ai eu du mal à lire autre chose. J'étais vraiment dedans. Ce qui m'a surpris parce qu'avec un pitch pareil, j'attendais pas grand chose en vrai du roman. C'est une excellente découverte et du coup je suis vraiment curieuse de lire la suite, d'autres choses de Claire Duvivier, parce qu'il n'y a pas de suite à ça. Mais j'ai adoré ce roman. C'est sans doute mon coup de cœur dans les romans de cette semaine. Avec la BD Le chemin des étoiles. C'est vraiment les deux choses que j'ai aimé lire. Vous étiez là quand dans notre premier stream, j'ai prêté Fina à Pierre. Voici Fina, donc de Nino Cipri. Qui effectivement, ma foi, vraiment, vraiment le fun. La première partie, j'ai vraiment trippé, la deuxième était un peu moins. Je t'avais pas trop allumé, j'espère. Non, non. La deuxième partie, j'étais comme. La fin m'a vraiment déçu, mais je vous le dirai pas. Parce que c'était comme tu disais si bien, c'est un livre qui est quand même léger, qui fait du bien à lire et tout ça. Fait que la fin, j'étais un petit peu déçu, mais très bonne prémisse, bon style d'écriture, ça se lit tout seul. Ouais. Je peux confirmer ce que tu disais pour le vendre il y a 3 semaines. Je confirme et réitère, c'est effectivement une bonne lecture. Et maintenant, je vais probablement voler le deuxième, puis je vais reprendre une autre 3 semaines pour le lire. Donc le tome 2 c'est Defect, donc toujours de Nino Cipri, et c'est la suite directe qui enchaîne directement avec Fina.